Ok, bonjour mesdames, messieurs. Donc nous allons reprendre les séances publiques de cette conférence de comparaison internationale sur le décrochage scolaire. Donc vous avez très rapidement, je remercie les participants à la première journée donc, de cette conférence qui a vu donc, la présentation des rapports scientifiques qui avaient été rédigés par Pierre-Yves Bernard et Christian Monseur et Ariane Bay en amont donc, de ces séances publiques. On suivit deux plénières, l'une qui était consacrée donc, aux enjeux du décrochage scolaire et l'autre aux actions de prévention qui pouvaient être menées dans différents systèmes éducatifs. Et Thierry Berthet, donc directeur de recherche au CNRS, qui avait animé cette deuxième plénière, va se dévouer pour en faire une synthèse que j'imagine très riche. Donc les ateliers qui ont suivi cette deuxième plénière ont permis de proposer, de rédiger quelques pistes de préconisation, donc dont le CNESCO, le comité d'organisation, va se saisir pour ensuite rédiger à son tour des préconisations qui seront donc publiées le 8 décembre. Alors je remercie donc les participants qui ont suivi à distance la journée d'hier. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui qu'ils ont la possibilité d'intervenir avec un Padlet qui se trouve sous la vidéo. Je rappelle aussi qu'ils peuvent intervenir sur Twitter, donc sur hashtag CCI-décrochage. Et j'informe à tout le monde, donc vous ici et tous ceux qui nous suivent à distance, que les PowerPoint sont déjà disponibles, ainsi que les vidéos. Donc les PowerPoint sont placés sous les vidéos sur le site du CNESCO. Voilà. Donc la journée d'aujourd'hui va être consacrée au troisième volet du décrochage scolaire, qui est, alors selon les termes, remédiation, qui s'appelle remédiation ou compensation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a identifié que des jeunes sont en situation de décrochage scolaire, comment fait-on pour les raccrocher, donc avec une formule qui a déjà donc été utilisée hier, des plénières ce matin après les deux présentations de ce matin d'introduction, et puis des ateliers qui vont suivre cet après-midi. Donc je laisse la parole à Thierry Berthet qui va nous faire une synthèse de la journée d'hier. Et je vous présente Florence Lefresne, donc, qui est chef de mission, on dit ça comme ça, hein, chef de mission ou de la mission aux affaires européennes et internationales à l'ADEP, la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance. Voilà, j'y suis arrivé. Donc merci à elle donc, pour cette conférence d'introduction. Et ensuite, on passera donc à la troisième plénière. Je vous laisse la parole, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Alors bonjour, d'abord bonjour à vous. Juste peut-être deux petites mises en garde pour commencer avant d'entrer un peu dans le vif de ce qu'on s'est dit hier. D'une part, pour m'excuser auprès des intervenants, parce que ce ne sera bien sûr pas une synthèse exhaustive que je vais vous présenter. Et c'est vrai qu'on a eu des débats extrêmement riches hier, et voilà. Donc, premier point, c'est une synthèse qui ne sera pas exhaustive. Deuxième point, c'est une synthèse qui va être orientée. Elle va être orientée pour deux raisons. C'est que d'une part, si j'ai bien compris, on est dans une logique de contribution par la connaissance à la construction de l'action publique. Et c'est plutôt là-dessus que je vais essayer de tirer des fils de ce qui s'est dit hier, un peu quelles leçons on peut tirer de nos échanges et des présentations d'hier, notamment internationales, pour ce qu'on peut en faire en France en termes d'action publique. Et puis le deuxième point, elle sera orientée aussi parce que étant chercheur qui travaille sur ces objets-là, j'ai aussi moi des observations que j'ai faites de terrain par rapport auxquelles je réfléchis à ces questions. Donc c'est un peu par rapport à ça que mon point de vue sera situé. Voilà, rien de très original sur la présentation. En fait, je vais vous faire un déroulé chronologique de ce qu'on s'est dit hier. Je n'ai pas thématisé la présentation. Et on a commencé, si vous vous en rappelez bien, par un film et par la parole des décrocheurs, ce qui était tout à fait bienvenu, ce qui n'est pas si fréquent. Mais ce qui, moi, me pose question au sens où est-ce qu'on doit cantonner constamment la parole des décrocheurs au récit des raisons pour lesquelles ils ont décroché. Est-ce qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, quand même, contribuer qu'ils sont des experts du décrochage ?
qu'ils ont des connaissances sur le phénomène du décrochage et sur les politiques qui sont mises à leur disposition. Et est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi contribuer à produire de la connaissance sur le décrochage scolaire? Et c'est en partant de ce principe-là que dans les travaux de recherche que j'ai pu conduire, on a mis au point une méthode consistant à associer au plus près les décrocheurs. Et en fait, c'est eux qui construisent les interviews et qui interviewent des professionnels. Chefs d'établissement, représentants du rectorat, des régions, agents de mission locale, etc. Et non seulement ils questionnent, mais ils réfléchissent avec nous, ils font des hypothèses et ils font des préconisations. Et puisqu'on parle de préconisations, du coup, je vais vous en partager quelques-unes avec vous. Donc, de préconisations qui ont été faites par des décrocheurs dans le cadre de nos travaux de recherche. En voilà quelques-unes. D'abord, arrêtez de parler de décrocheurs. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas décroché. Les gens qui sont en MLDS, par exemple, peuvent être des élèves qui n'ont pas eu d'affectation, qui sont sans solution, mais qui n'ont pas décidé d'arrêter l'école pour autant. Et puis, s'il vous plaît, ou s'il nous plaît, si on pouvait arrêter de les soumettre à l'injonction au projet, ça leur ferait des vacances. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'il ne faut pas baisser les exigences, qu'il n'y a pas de raison qu'on leur serve une éducation au rabais parce qu'ils ont eu du mal à suivre à l'école. Il faut garder le niveau d'exigence et ne pas les inscrire dans des lieux trop stigmatisants. Pour vous donner un exemple, j'ai en tête un lycée à Cholet où il faut passer 5 portes sur lesquelles est écrit « Interdit aux élèves » avant d'arriver à la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Et puis, ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'il faut prendre, et on commence à rentrer dans la synthèse d'hier, parce que c'est quelque chose qu'on s'est beaucoup dit hier, il faut prendre en compte leurs conditions réelles d'existence. Quand on arrive dans un micro-lycée, et qu'on a travaillé avant, qu'on a des droits à des allocations chômage, on devient élève, et ce statut fait perdre les allocations chômage. Donc il faut penser, il faut prendre en compte ces conditions réelles qui peuvent être des facteurs de non-raccrochage. Ou de non-remédiation ou de non-compensation, selon ce qu'on voudra dire. Bon. Donc ça, c'était pour le petit film, et c'était vraiment très intéressant. Ensuite, on a eu cette présentation très intéressante de Pierre-Yves. Je vais relever 3 points. La première, c'est la terminologie, un peu flottante du décrochage, et il nous a bien montré comment c'est une terminologie qui s'est structurée dans un petit passage de la frontière canado-américaine. Et où, au fond, ça vient un peu du Québec, cette histoire du décrochage, finalement. Mais il faut tout de suite dire derrière qu'on ne parle plus de décrochage au Québec. On parle de persévérance scolaire. On ne calcule pas des taux d'échec aux examens, on calcule des taux de réussite, des taux de diplomation. C'est pas grand-chose, c'est un changement sémantique, mais ça change quand même fortement les représentations qu'on a du problème. Une autre chose dont on pourrait s'inspirer, puisqu'on parle du Québec, c'est de la communication autour de la question du décrochage. Ça peut bien être une cause nationale en France. Ça se traduit comment dans l'espace public? Où est-ce qu'on le voit? Comment on le sait qu'on est en train de travailler sur le décrochage scolaire? Moi, je n'ai pas vu de campagne vombrissante de pub. Par exemple, ça, le petit ruban, c'est le ruban du décrochage scolaire, de la persévérance scolaire, pardon. C'est un ruban québécois, et porter ce ruban, c'est afficher, je vous cite, afficher son engagement à soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur réussite scolaire. On peut juste comme ça montrer que, voilà, on soutient la réussite de nos jeunes. Et peut-être adopter la devise des instances régionales de concertation au Québec, qui fleurit un peu partout, qu'on voit dans le métro, qu'on voit dans les espaces publics. Chaque jeune a besoin d'un encouragement chaque jour. Voilà, on peut penser notre communication par rapport au décrochage scolaire. Ce n'est pas juste trivial, c'est important aussi. Et puis, dernier point, Pierre-Yves a très justement cadré son intervention autour de la construction d'un problème public. Ce qui, pour un chercheur en sciences politiques, ça tout de suite, ça fait tilt dans la tête, parce que ça veut dire, en analyse des politiques publiques, c'est qu'il faut prendre en considération les systèmes de représentation, les systèmes de croyances qui fondent l'action publique. Quand on parle de comment on construit un problème comme étant un problème public. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà des simples représentations sur l'action publique et interroger les principes de justice qui fondent l'action publique. Et de ce point de vue-là, dans nos travaux de recherche, on a pu mettre en évidence la confrontation permanente entre 2 principes de justice. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Amartya Sen, qui est un économiste brillant, même Nobel d'économie, premier prix Nobel pour un économiste du Sud, comme on a l'habitude de dire bêtement. Et il oppose 2 principes de justice.
un principe de justice du type contrat social à la Rousseau, c'est-à-dire on se met tous d'accord sur un compromis social. Ce compromis social, pour la traduction, ce compromis social, on est tous d'accord qu'il est juste, et donc il faut que les gens se comportent, les individus, les citoyens, d'une manière adéquate pour que la justice sociale soit rendue. Et vous aurez remarqué qu'on n'arrête pas d'insister sur cette dimension comportementale dans les exigences qu'on a par rapport aux décrocheurs. Il faut qu'ils aient du projet. Il faut qu'ils viennent régulièrement quand on les convoque à la mission locale. Il faut que, etc. On attend d'eux un comportement qui est en phase avec les principes de justice qu'on a définis. Mais il y a une autre façon de définir la justice sociale, qui est plutôt dans la tradition liée à Condorcet, qui est de dire, ne partons pas de principes de justice théoriques, partons de principes de justice concrets, partons des inégalités réelles, partons des injustices telles qu'elles sont vécues par les gens, et construisons des réponses circonstanciées à ces injustices. Et peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à la question du décrochage scolaire par rapport aux principes de justice qu'on veut mettre en avant. Est-ce qu'on veut toujours être dans une justice procédurale, où on considère qu'au fond, les institutions sont infaillibles, ou est-ce qu'on peut entendre aussi l'expérience des individus dans les dispositifs d'action publique? Deuxième présentation, sur l'absentéisme et sur l'enquête PISA, que j'ai trouvé très intéressante, qui nous livre un tableau sans concession de la situation française. Ariane Bay a vraiment pointé un certain nombre de constats rudes, mais nécessaires. Et au passage, ça me faisait penser qu'il faut toujours penser, enfin, ouais, il faut toujours réfléchir, on va dire, au décrochage scolaire par rapport à quelques balises qui cadrent un peu le champ. Parmi ces balises, il y a l'obligation scolaire. On en a un peu parlé hier, il faut s'interroger sur le sens de l'obligation scolaire. Est-ce qu'elle est réciproque? Est-ce que le système scolaire s'engage autant qu'il demande à l'élève de s'engager? Est-ce que la durée qu'on a choisie pour l'obligation scolaire est la bonne? Est-ce que cette obligation scolaire, sa durée, correspond à une période de diplomation? Ce n'est pas forcément le cas en France, mais je pense que ça vaut le coup de se poser la question de la congruence qu'il peut y avoir entre un âge de diplomation et un âge d'entrée sur le marché du travail. L'exemple italien que nous a donné Maddalena Colombo sur la double obligation scolaire et formative, très intéressant, mais aussi ce que nous disait Tania Trag sur la double obligation scolaire et obligation de qualification. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'âge qui compte. Il y a aussi le rythme et le moment où on acquiert une compétence. Et donc, une obligation de qualification, c'est on demande aux gens d'acquérir un certain nombre de choses, un certain nombre de compétences à leur rythme. On valide juste le fait qu'ils ont acquis ces compétences. Peut-être qu'une obligation de ce type-là est à réfléchir. On a eu ensuite une première table ronde, si vous vous en rappelez bien, très stimulante, qui a commencé par l'intervention de Paul Downs. Moi, ce que j'en ai noté, c'est que d'abord, il appelle à une action publique intersectorielle, que le décrochage scolaire, c'est pas une question, ça n'est pas qu'une question éducative, c'est aussi une question de santé, c'est aussi une question d'hygiène de vie, de conditions de vie matérielles. Et de fait, si vous avez un jour mis les pieds dans une classe, vous vous rendez compte très vite que pour apprendre, il faut avoir dormi, il faut être nourri, il faut un certain nombre de conditions d'hygiène de vie de base. Moi, quand j'étais instit de maternelle, il y a des gamins, le matin, la première chose que je faisais, je les faisais dormir. Et puis après, on commençait à travailler parce que je savais que vivant dans des squats, ils n'avaient pas dormi ou très peu dormi de la nuit. Donc il faut s'assurer d'un certain nombre de choses comme ça, c'est important. Et comme on le dit dans le Bas-Saint-Laurent, ou comme je l'ai entendu dire dans le Bas-Saint-Laurent au Québec, le décrochage scolaire, c'est une question de santé publique. C'est une question de prévention. C'est une question de veille sur les conditions. Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas de revenir à une espèce d'hygiénisme que les fascismes européens ont supporté à leur comble, hein, mais de se poser la question des conditions socio-sanitaires dans lesquelles se réalisent les apprentissages de nos élèves. J'ai noté également dans ce que disait Paul Downs l'appel à des structures intégrées, des structures du type one-stop shop, qui intègrent une diversité de services à offrir aux jeunes. Et ça m'a fait penser aux missions locales.
Et ça m'a fait penser aux missions locales de l'époque de Bertrand Schwartz, aux missions locales des années 80. Peut-être qu'on pourrait réfléchir à réinvestir cette dimension intersectorielle dans les missions locales. Et pas seulement en faire des agences pour l'emploi de jeunes, mais les ouvrir par exemple au public scolaire. Dernier point d'une intervention de Paul Downs qui était très fournie, cette idée de mobiliser les communautés locales et territoriales, c'est un autre angle mort des politiques publiques en France. Alors même qu'il y a deux éléments qui devraient nous contribuer à y penser un peu sérieusement. C'est que d'abord la loi de mars 2014 a fait obligation aux conseils régionaux de coordonner l'action de compensation en matière de décrochage scolaire. D'autre part, tous ceux qui travaillent sur le décrochage scolaire, tous ceux qui travaillent comme chercheurs ou comme praticiens savent qu'il y a des initiatives locales à foison, qu'il y a une mobilisation des acteurs sur les territoires qui est extrêmement forte, qu'il y a de l'ingéniosité, qu'il y a de l'ingénierie territoriale extrêmement pertinente, mais qu'on n'exploite pas, à mon sens, suffisamment. Et puis, il a également rappelé, dernier point, à quel point c'était important la formation des maîtres, et à quel point, en matière de prévention du harcèlement, et de prévention de l'humiliation des élèves. Juste vous rappeler qu'il y a une étude à Bordeaux par des collègues psychosociologues qui a mis en évidence qu'il y a plus de 90% des élèves de collège qui déclarent qu'ils ont été humiliés au moins une fois par un de leurs profs. Et moi, je l'ai vérifié auprès de mes enfants, tous m'ont dit, mais oui, il y a au moins un prof dans notre scolarité qui nous a humiliés publiquement. Quand les adultes se conduisent mal, il ne faut pas s'étonner que les jeunes en fassent autant. L'intervention qui a suivi, celle de Sue Maguire, elle nous a rappelé toute l'importance du marché du travail. Alors je ne vais pas développer très longuement là-dessus, puisque Florence, je pense, va aborder cette question-là, juste pour dire qu'on sent bien que le paradigme de l'activation a pénétré très profondément dans le tissu social européen. Et puis trois questions qu'a posées Sue Maguire, qui sont à mon sens extrêmement intéressantes. La première, c'est qui détient l'agenda ? Et en France, c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là, parce que l'institutionnalisation des compétences, c'est un enjeu permanent en France, et c'est un jeu de concurrence permanent entre État, collectivités territoriales, enfin vous savez ça. Deuxième question qu'elle a soulevée, en filigrane, c'est celle du non-recours. Quand 57% des jeunes NEETs ne font pas recours au service public de l'emploi, ça doit nous poser question. Et on doit s'intéresser vraiment sérieusement à pourquoi aujourd'hui, quand un élève décroche du système scolaire, il met en moyenne 28 mois avant de commencer à chercher une solution. Pourquoi ce non-recours ou ce recours aussi différé à l'intervention publique? Troisième point qu'a évoqué, troisième question qu'a évoquée Sue Maguire, qui paye pour le décrochage scolaire? Alors là, j'ai bien senti dans la salle qu'on parlait, c'est des questions qu'on n'aime pas trop aborder, notamment sous l'angle des incitations financières. Mais bon, la garantie jeune, c'est quand même un peu ça, et ça fonctionne quand même pas si mal. Et puis surtout l'argent philanthropique. Je trouve qu'on est quand même en France dans une situation un peu schizophrénique, où on sait qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions, mais on n'ose pas chercher des solutions alternatives, notamment vers le secteur privé. Et là encore, l'exemple du Québec me paraît intéressant. Le fonds conjoint entre l'État québécois et la Fondation Chagnon, qui s'appelait Réunir, Réussir, a soutenu très fortement le travail des instances régionales de concertation, celles qui ont fait ce petit machin, qui ont soutenu la lutte pour la persévérance scolaire au Québec. On pourrait tout aussi bien parler de l'action du directeur de la Banque de Montréal, Jacques Ménard, qui a fortement interpellé les autorités publiques avec son groupe d'action pour la persévérance scolaire et fait bouger les choses. Donc on a du mal à sortir d'une conception statocentrée de l'action publique en France. Il faut peut-être qu'on réfléchisse un peu à ça. En lien avec cette question de l'argent, toujours, et on a eu cette présentation de Yano Yarve, sur l'enjeu financier. Alors, ce n'est pas tant l'enjeu financier qui me paraît important que la façon dont ça dramatise, pour reprendre les termes de Pierre-Yves, les enjeux. La mise sur agenda, c'est mettre en récit, c'est dramatiser l'action publique, parce que pour construire un problème comme problème public, il faut que ça soit scandaleux. Il faut qu'on considère que ce soit scandaleux que nos enfants ne soient pas diplômés. Et il faut qu'on le mette dans l'espace public et qu'on le fasse savoir. La présentation de Tania Trag, elle a mis en évidence la question de l'éducation inclusive. Alors elle est très discutée, mais finalement on avance assez peu en France. Et même la loi de 2005 sur l'accueil des enfants handicapés à l'école, il y a encore du chemin à faire.
Et je pense qu'elle mériterait d'être posée dans une perspective d'élèves à besoins spécifiques, comme c'est le cas autour de la dispersion scolaire en Italie. Elle a aussi également souligné dans son intervention le principe de répartition multiniveau des compétences entre État, région, collectivités locales. Et nous, on joue plutôt la concurrence et la confrontation, hein, plutôt que la coordination et la suborde et la subsidiarité. Un autre élément sur lequel il faut, je pense, qu'on réfléchisse. Alors, je ne sais pas combien de temps il me... Ok. On a une deuxième table ronde l'après-midi que j'ai eu le plaisir d'animer. Alors, cette table ronde, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un point commun entre les 4 interventions. Et le point commun, c'est l'importance des financements européens. Les 4 présentations qu'ils nous ont faites, soit s'appuyaient sur des recherches financées par l'Union européenne, soit travaillaient sur des dispositifs d'action publique financés sur du FSE. Que seraient nos politiques de lutte contre le décrochage scolaire sans l'argent de l'Union européenne? On sait bien que l'UE a fixé un cap 2020 à 10% pour les nations, pour les États. Par exemple, on parlait de l'Italie, il y a, selon les régions, des taux qui varient de 8 à plus de 20% de décrochage. Donc c'est sûr qu'on peut arriver à faire une moyenne nationale à 10%, peut-être. Ça ne veut pas dire que dans les régions où il y a des taux de décrochage à 20%, on va y être. Hein. Donc il y a aussi à réfléchir de manière un peu plus nuancée comme ça. Et puis, une question qu'on se pose rarement, on se l'est pourtant beaucoup posée par rapport à d'autres politiques européennes. Je pense à la politique de l'emploi, par exemple, ou par rapport à la politique de la concurrence. Est-ce qu'il y a une convergence des politiques de lutte contre le décrochage du fait de ces financements communautaires? Alors, Laure Van Presch, dans sa présentation, elle nous a apporté quelques éléments de réponse par rapport à ça. Elle a balayé un certain nombre de questions centrales, hein, l'inclusion scolaire, la formation des enseignants, les élèves à besoins spécifiques, les compétences sociales, l'orientation professionnelle, l'alternance. Mais surtout, je trouve que ce qu'elle a pointé, qui était très intéressant, c'est cette question des conditions préexistantes de contexte et leur rôle dans le succès des dispositifs. Ça veut dire que ces données de contexte, si on les ignore, on est sûr d'aller dans le mur en termes d'action publique. Alors, c'était quoi ces données de contexte? C'était, pour que ça réussisse, les politiques de lutte contre le décrochage scolaire, il faut la satisfaction des besoins de base, se nourrir, dormir, avoir un toit au-dessus de la tête. Il faut l'implication des parents. Il faut la formation continue des adultes qui interviennent auprès des jeunes décrocheurs. Il faut une relation maître-élève fondée sur le soutien et sur l'encouragement. Et juste 2 secondes, réfléchissez à le mot encouragement, comment c'est un joli mot en français. Vraiment. 4e point, la capacité d'expression des jeunes. Ils s'engageront quand ils auront la possibilité de s'exprimer sur les dispositifs qu'on met à leur endroit. Et ça construit du sentiment d'appartenance. Et dernier point, dernière condition initiale, des moyens financiers stables et suffisants. Et tant qu'on n'aura pas réuni ces différents éléments, on pourra faire tous les plans d'action qu'on voudra, on pourra refonder l'école autant de fois qu'on voudra, on n'y arrivera pas sur le décrochage scolaire. Parce que ce sont des conditions qui vont gréver nécessairement l'action publique. C'est ce que nous disait cette présentation. Le cas italien qu'a présenté Maddalena Colombo derrière nous a montré à quel point c'est compliqué de changer les routines. À quel point, quand une question comme celle du décrochage scolaire débarque sur l'agenda politique et académique, c'est difficile de faire entendre ou progressivement de faire venir l'idée selon laquelle la persévérance scolaire est une mission normale des enseignants. Ce n'est pas juste un truc extraordinaire dont on vient de se rendre compte, et puis c'est à la mode, c'est sur l'agenda politique, donc on va faire rajouter une brique de plus dans la sacoche des enseignants. Non, ça fait partie de leur travail. C'est compliqué en Italie, alors même que l'Italie, elle a une bonne longueur d'avance sur les pays européens en matière d'inclusion scolaire depuis les années 70. L'intersectorialité dont on parlait tout à l'heure, c'était un point important de la présentation de Francisca Lau, qui nous rappelle à partir du programme du Land Saxe-Anhalt, cette idée de welfare pour la jeunesse. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement stimulant.
notamment en termes de transfert de modèles d'intervention. On sait bien à quel point, par exemple, les pratiques pédagogiques en formation d'adultes sont intéressantes pour travailler sur des jeunes vulnérables. On sait bien à quel point on devrait transférer ces méthodes de la formation continue vers la formation des jeunes en difficulté. Pierre Doré vous en parlera certainement à propos de la formation générale d'adultes au Québec cet après-midi. Eh bien, il me semble que Francis Calao nous invite à penser comment le transfert de modèles d'intervention en travail social peuvent offrir des pistes intéressantes pour travailler sur la persévérance scolaire. Nos pratiques professionnelles en France demeurent extrêmement cloisonnées par secteur, par métier. La question, c'est qui devrait piloter ces transferts intersectoriels et à quel niveau ça doit se construire. Territorial, national, local, enfin, à voir. Et puis enfin, Delma Byrne nous a présenté, elle a bouclé en fait nos présentations en insistant sur la rétention, entendu comme persévérance scolaire, et sur le calcul en Irlande de taux de diplomation plutôt que de taux d'échec, encore une fois. Et ça nous invite à réfléchir sur ce changement de perspective, à sortir un peu du misérabilisme, à sortir de la stigmatisation, à renforcer l'estime de soi, à valoriser la réussite de nos élèves et à leur donner le droit à l'échec. Alors pour conclure, pardon, en quelques mots, et puis pour peut-être faire transition avec la question du marché du travail que Florence Lefresne va traiter tout de suite. Il me semble que s'il y avait une conclusion transversale à dégager de la journée d'hier, c'est qu'il faut qu'on aille vers plus de flexicurité. Alors, je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre les ordonnances de travail, hein. C'est juste de dire qu'il faut flexibiliser davantage le système scolaire et sécuriser davantage les parcours scolaires individuels. Alors ça veut dire quoi? Flexibiliser le système scolaire, ça veut dire desserrer les taux des diplômes et des parcours types. Ça veut dire créer des passerelles entre filières et entre niveaux. Ça veut dire penser la modularité des cursus et des validations de crédit. Ça veut dire développer l'individualisation des parcours de formation dans toutes les filières. Ça veut dire permettre d'entrer dans le système scolaire, de sortir du système scolaire, de réentrer dans le système scolaire sans être pénalisé. Et puis ça veut dire aussi arrêter la pendule. On n'est pas à l'heure, comme on a l'habitude de le dire en France, dans les apprentissages. On les fait ou on ne les fait pas. Il faut juste s'assurer que les jeunes, nos jeunes, fassent les apprentissages. On s'en crisse de savoir s'ils le font à l'heure dite ou pas. Sécuriser les parcours, c'est prendre en compte les conditions de vie réelles sous toutes les dimensions des jeunes. Rappelez-vous ce que disaient Salma et Justine dans le film à propos du décès d'un proche ou de l'arrivée d'un bébé. Il faut prendre ça en considération. Il faut fonder la politique éducative ou l'action éducative sur une justice réelle, concrète et immanente. Rappelez-vous les propos de Maxime sur le sentiment d'injustice ou ceux de MN sur la discrimination raciale qu'on n'ose pas affronter en France. Et puisque le harcèlement arrive finalement sur l'agenda politique, c'est ce que j'ai vu hier soir sur les écrans de télé, c'est enfin assurer à nos jeunes la sécurité physique et morale dans les écoles. Rappelez-vous la détresse de Lolita dans le film qui voulait en finir. Ça, c'est pas acceptable. Voilà, merci de votre attention. Un grand merci Thierry Berthet pour ce travail qui est toujours un exercice d'équilibrisme, de virtuosité. Donc merci pour cette synthèse très très riche, réellement. Merci d'avoir su mettre en exergue la qualité des présentations que nous avons eues hier, parce que c'était vraiment, je remercie tous les chercheurs qui ont présenté leurs travaux hier matin et hier après-midi. Merci aussi Thierry d'avoir poussé au-delà de l'exercice et de nous avoir suggéré quelques pistes fortes déjà de préconisation. Donc c'est le travail, on bénéficie ainsi de ton expérience de chercheur aussi. Donc je laisse maintenant la parole à Florence Lefresne. Voilà. Magnifique. Bien.
Bonjour à toutes et à tous, et merci au CNESCO de me donner la possibilité de cette présentation. Je voudrais revenir donc... Oui, je vais continuer. Tu continues. Je te laisse. Oui. La question, en fait, des liens entre le décrochage scolaire et le marché du travail était en filigrane de la plupart des interventions d'hier. Tu l'as rappelé très justement, Thierry. En fait, je voudrais vous montrer à quel point et à quel titre cette relation est éminemment complexe, et puis finalement faire quelques préconisations, puisque c'est aussi à l'ordre du jour, quant aux politiques de raccrochage ou scolaire, comme on a l'habitude de les appeler, de rémédiation, qui pourraient justement s'appuyer sur l'analyse de ces liens complexes. Alors, quand on évoque la question des effets du décrochage scolaire sur le marché du travail, on a cette lecture tout à fait courante qui repose sur un diagnostic très solide. On voit que partout, l'absence de diplôme est un handicap à l'insertion et que dans chaque ensemble national, le risque de chômage est parfaitement inversement corrélé avec le niveau de diplôme. Voilà. À des degrés divers, on voit que les inégalités de chômage là, que vous avez par les hauteurs de segments qui sont présentés sont tout à fait différentes. Mais la hiérarchie des diplômes, en gros, organise l'entrée sur le marché du travail des jeunes pratiquement dans tous les pays. Alors on remarque quand même au passage qu'il y a certains pays, je pense à l'Espagne, pour lesquels être diplômé de l'enseignement supérieur, c'est quand même être soumis à un risque de chômage qui finalement va être supérieur à celui des faiblement diplômés de bien d'autres pays. Par exemple, la Finlande, le Danemark, même le Royaume-Uni, les Pays-Bas. Dans ces cas-là, les diplômés, les titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur ne sont pas nécessairement favorisés au regard de la situation des sans-diplôme des pays que je viens de citer. Ce qui au passage, affaiblit considérablement la portée d'un benchmark européen comme celui de l'employabilité des diplômés. Alors, ça, c'est le diagnostic classique. Tout le monde sait de quoi on parle. Je voudrais revenir à des questions qui sont un petit peu plus compliquées et qui nécessitent de s'interroger sur ce que sont les diplômes dans chaque ensemble national, et notamment comment on les classe, et donc comment on fait pour compter les faibles niveaux d'études, puisqu'il s'agit d'un critère essentiel du décrochage, dans la mesure, notamment dans la mesure du décrochage, dans la mesure comparative du décrochage. Vous savez qu'il existe une classification internationale qui permet de classer les diplômes. Elle a été fondée à la fin des années 70 par l'UNESCO. C'est un référentiel très important, la classification internationale type de l'éducation. Et qu'est-ce que ça veut dire faiblement diplômé? Faiblement diplômé, ça veut dire avoir des diplômes inférieurs à la CIT 2, donc inférieurs ou égal à la CIT 2, c'est-à-dire les diplômes qui pourraient, ou les niveaux ou les diplômes qui pourraient sanctionner la fin d'un premier cycle du secondaire, ou même appartenir à la CIT 3, à condition de suivre des programmes dont la durée serait strictement inférieure à 2 ans. C'est très important, retenez bien ce critère de 2 ans. Ou bien finissant après moins de 11 ans d'enseignement, d'années cumulées d'enseignement depuis la CIT 1. Alors, mon point est important là, c'est finalement, on a l'impression que, avec des règles aussi clairement énoncées, eh bien, on peut finalement écarter tous les risques de biais dans le classement des diplômes par les pays eux-mêmes. Mais il n'en est rien. Il y a des marges d'interprétation très importantes, et je voudrais vous parler de 2 cas
puisque vous vous souvenez, je crois que c'est Tania qui nous avait présenté ce graphique, et puis je crois que Magdalena l'a montré également. Voilà. Moi, je voudrais vous pointer à travers ce graphique une question qu'on n'a pas abordée, qui est finalement la question des biais liés à l'instrument de classement. Prenons le cas de Malte. Je crois qu'on en a un peu parlé hier. Malte, vous savez, a un système scolaire qui est très calé sur celui de l'Angleterre, pour des raisons historiques que vous connaissez. Et donc, il y a un diplôme à 16 ans, comme en Angleterre, qui s'appelle GCSE, le General Certificate of Secondary Education, qui est passé à 16 ans. Il a toute une histoire, ce diplôme. C'est aussi la tradition de sortie précoce sur le marché du travail, notamment dans l'époque où l'apprentissage au Royaume-Uni était quelque chose d'extrêmement massif et auquel les jeunes participaient dès l'âge de 16 ans. Alors, ce qui se passait à Malte, c'est que, pour une raison d'application très tardive de la CIT, lorsque les jeunes sortaient avec le GCSE, sortaient du système scolaire, on les classait comme décrocheurs. On les classait comme décrocheurs. Et puis, évidemment, Eurostat a mis son nez un peu là-dedans, et Malte s'est rendu compte que l'Angleterre ne faisait pas la même chose. Les titulaires de GCSE sont classés en CIT 3, donc ne sont pas décrocheurs. Le simple fait de reclasser les titulaires du GCSE sortant sur le marché du travail, donc sortant du système scolaire, de la CIT 2 à la CIT 3, a fait baisser de plus de 10 points la mesure du décrochage. Donc on voit cette espèce de chute phénoménale du décrochage à Malte, très importante. Il y a près de la moitié de la chute qui est simplement liée à un effet de reclassement. Autre exemple très significatif aussi, c'est tout ce qui se passe, vous voyez, dans les pays de l'Est ou certains pays baltes qui sont parmi tout à fait à gauche du tableau, c'est-à-dire les taux de décrochage les plus faibles. Alors on a regardé un peu de près, à DEP, ce qui se passait pour comprendre pourquoi ces pays avaient si peu de décrochage. Et en fait, on a trouvé que dans leur programme de formation professionnelle, ils avaient pour beaucoup des programmes de formation qui, après la CIT 2, permettaient d'obtenir un diplôme en 1 an. Théoriquement, ils n'ont pas le critère requis de 2 ans. Pour autant, est-ce que ça fait sens pour ces pays de classer comme décrocheurs des jeunes qui, titulaires de ces diplômes de formation professionnelle, vont pour beaucoup trouver un emploi sur le marché du travail? Ça ne fait pas sens. Donc je ne suis pas en train de vous dire que ces pays trichent du point de vue des nomenclatures internationales. Ce n'est pas ça la question. C'est que le diplôme est un construit social qui est ancré dans une histoire nationale. Et on doit respecter ce sens de cette histoire nationale du diplôme. Et donc, forcément, il y a des marges d'interprétation quand on passe à une mesure internationale qui repose sur des critères aussi précis. Alors, je voudrais revenir, puisque l'exposé notamment de Sue hier a beaucoup parlé des fameux NEETs. C'est aussi une catégorie qu'on utilise en France et qu'on utilise dans l'Union européenne, pour reprendre un petit peu la façon dont ces deux catégories s'articulent. Il y en a une qui appartient au champ de la politique de l'emploi, c'est la catégorie des NEET. Et donc, en bonne préoccupation des acteurs de la politique de l'emploi, la question c'est: que se passe-t-il pour les jeunes qui n'ont pas d'emploi? Donc là, le critère, c'est être sorti d'éducation et de formation et ne pas avoir d'emploi. Et puis la catégorie des sorties précoces, qui est une catégorie de la politique scolaire. Et en bonne préoccupation des acteurs de la politique scolaire, la question c'est avoir ou pas un diplôme. Alors, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai fait l'exercice, à partir des données d'Eurostat, voir comment, dans leurs mesures, on pouvait les articuler. On va trouver, évidemment, au centre, les sorties précoces sans emploi, qui équivalent parfaitement numériquement aux NEET sans diplôme. Alors, vous voyez, au passage, donc, c'est très... je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, mais
on voit au passage que quand on regarde un peu, j'ai pris un éventail de pays, là, Allemagne, France, Italie, parce qu'il y a des contrastes, on le sait bien, hein, entre ces pays, du point de vue évidemment des contextes macroéconomiques, et puis du point de vue de la place des jeunes dans les systèmes d'emploi et dans les systèmes scolaires, bien sûr. Alors, vous voyez que les écarts, si on regarde la comparaison Allemagne-Italie, on voit que les écarts sont beaucoup plus forts d'ailleurs du côté des NEET que du côté des sorties précoces. C'est plus resserré. Regardons ce qui se passe pour les sorties précoces. Sorties précoces qui peuvent être, donc on l'a dit, en emploi ou sans emploi. Si on regarde ce qui se passe en Allemagne, on va avoir pratiquement la moitié des sorties précoces qui vont être en emploi. Donc ça ne se pose pas tout à fait de la même manière que pour la France ou l'Italie, où là, on est à peine à un tiers. Hein. Vous voyez, on a quand même là des catégories qui sont extrêmement intéressantes à confronter du point de vue de leur articulation, enfin du point de vue de la façon dont ils vont traiter la question du rapport au marché du travail. Et alors finalement, ces sorties précoces, comment ils se situent sur le marché du travail, hein? Certains sont, on l'a dit, en emploi, d'autres au chômage, d'autres en inactivité. Et là, j'ai trouvé intéressant de faire surgir la variable du genre. Parce que la variable du genre, elle nous montre que les filles qui commençaient sont moins décrocheuses que les garçons. Elles ne vont pas avoir les mêmes situations sur le marché du travail. Et en particulier, on voit bien qu'elles sont beaucoup plus du côté de l'inactivité qui apparaît dans les parties plus claires, hein, des diagrammes. Elles sont beaucoup plus dans l'inactivité. Mais qu'est-ce que c'est que le sens de l'inactivité pour une jeune fille de 18 à 24 ans? C'est une inactivité qui peut être évidemment extrêmement stigmatisante. C'est une inactivité qui va incarner un éloignement du marché du travail qui peut être très grave en termes de désocialisation. Peut-être plus grave que la situation de chômage qu'on voit plus importante pour les garçons, qui signale une proximité du marché du travail. Hein, finalement, être au chômage, là, au sens du BIT, c'est-à-dire au sens où on a fait une démarche d'emploi, c'est une situation qui est probablement meilleure que d'être dans l'inactivité. Il faut introduire cette variable du genre pour comprendre la situation des jeunes sur le marché du travail lorsqu'ils ont décroché. Et cette question du genre a été encore assez peu évoquée à mon sens. Alors, justement, cette question du genre, elle est importante pour introduire une idée qu'on n'a pas tellement évoquée hier. On a beaucoup parlé de ce qu'on pourrait appeler un push effect, hein, c'est-à-dire finalement tous les déterminants, toutes ces variables extrêmement complexes que Thierry nous a rappelées et qui font qu'un jeune décroche et se retrouve donc dans cette situation hors du système scolaire, souvent malgré lui. Hein. Et puis d'autre part, un pull effect qui peut être exercé, qui peut être un effet d'attraction directement exercé par le marché du travail et qui, lui, va concerner davantage les jeunes hommes. Alors là, je voudrais évoquer à nouveau le cas italien parce qu'il y a une très belle étude, j'aurais dû la faire figurer sur le PowerPoint, je réparais cette erreur fatale. Une très belle étude de deux chercheuses italiennes qui s'appellent Borga et Strufalino, qui vient d'être publiée dans Social Science Research. Et à partir d'études de l'ISFOL, les deux chercheuses ont montré justement et ont mesuré cet effet d'attraction du marché du travail qui prévaut davantage là où existe un puissant marché du travail informel, qui va d'ailleurs attirer davantage les hommes dans les métiers du bâtiment, de la maintenance, de la livraison, du nettoyage, etc., et qui va expliquer une grande partie
du décrochage, notamment dans le sud de l'Italie. Et ce sont des explications qu'on retrouve pas seulement en Italie, mais beaucoup dans le sud de l'Espagne aussi, pour une part au Portugal, là où existent des marchés du travail informels qui, par définition, échappent aux catégories formelles que je vous ai présentées précédemment. Donc ça, c'est un élément aussi qu'il faut prendre en compte dans la complexité de la relation décrochage-marché du travail. Et puis, je voudrais finir en évoquant certains programmes de lutte contre le décrochage qui vont explicitement intégrer la dimension du genre. Parce que finalement, on a fait cette petite enquête au sein du réseau d'Eurydice, du réseau européen d'Eurydice, de poser la question aux unités nationales, parce qu'il se trouve que ma mission héberge l'unité française d'Eurydice, et on a fait l'effort de demander aux autres unités s'il existait dans leur pays des politiques directement ciblées sur la question du genre, puisque le décrochage est genré. Est-ce que vous avez des politiques qui cherchent spécifiquement à lutter contre le décrochage des jeunes garçons? Et on a trouvé un programme dans ce sens, en Suède, le programme Jakmet, qui veut dire en suédois « moi aussi ». Là s'arrêtent mes connaissances en suédois. Et puis un programme très intéressant financé par la Commission européenne, puisqu'on parlait du FSE et des financements européens, qui s'appelle Boys in Care, un programme auquel vont participer pas mal de pays européens, dont l'Allemagne, l'Autriche, mais aussi la Suède, mais aussi l'Italie. En fait, dans les deux cas, on voit qu'il s'agit d'inciter ces jeunes décrocheurs à s'orienter vers des formations à dominante féminine, à la fois pour élargir leur palette de choix, accroître leurs possibilités de réussite, et puis avec des effets qui ne sont pas négligeables de démontage des fameux stéréotypes de genre. J'entendais ce matin sur France Inter la formidable biologiste Catherine Vidal parler du cerveau des femmes et rappeler que les stéréotypes, ce n'est pas inscrit dans le cerveau des femmes. Ça fait du bien de temps en temps de le redire. Tout ça me semble extrêmement intéressant à développer. Alors, justement, pourquoi c'est intéressant? Parce que, par ailleurs, on a des travaux du CEREC, notamment, qui montrent très clairement que les jeunes hommes qui sont traditionnellement favorisés vis-à-vis des jeunes femmes sur le marché du travail, beaucoup d'enquêtes le montrent, et c'est vrai dans beaucoup de pays, vont bénéficier, quand ils sortent d'une formation où ils sont minoritaires, également d'un avantage comparatif au moment de leur insertion professionnelle. C'est-à-dire, au lieu d'être stigmatisés par cette formation féminine, entre guillemets, ils vont au contraire être favorisés. Et donc, on a bien là un effet de levier qui semble intéressant, à la fois pour l'insertion des décrocheurs et pour le rééquilibrage des filières, de l'orientation qui est tout à fait essentielle pour le rééquilibrage de la place des hommes et des femmes sur le marché du travail, puisque vous savez que les jeunes filles sont meilleures, sont plus diplômées, sont moins décrocheuses, mais quand elles arrivent sur le marché du travail, elles sont victimes d'un certain nombre de handicaps. Donc voilà, je voulais présenter l'ensemble de ces résultats et je vous remercie. Merci Florence, merci pour cette entrée tout à fait spécifique, intéressante et les précisions que tu as apportées pour comprendre mieux les indicateurs dont nous disposons. Il nous reste 5, 6, 7 minutes, 7 minutes, me dit-on même, pour poser quelques questions, donc soit pour revenir éventuellement sur les interventions d'hier, mais surtout pour poser des questions à Florence Lefresne. Donc des micros sont à votre disposition, n'hésitez pas, avant la pause café. Voilà, une question, et ensuite
Monsieur Luther, Madame Hughes. Bonjour, Viviane Hughes, présidente de l'AFEF, l'Association pour l'enseignement du français. Il me reste une question, Madame Lefresne, à la fin. Et pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes, pour lutter contre ces stéréotypes de genre, que fait-on? Y a-t-il des programmes? Parce que vous avez parlé des programmes pour favoriser, ou alors je n'ai pas tout entendu. Vous avez parlé des programmes pour réorienter les jeunes hommes. Alors, je ne suis pas vraiment bien placée pour parler de ces questions en France. Mon approche est plutôt internationale. Je ne suis pas spécialiste de la politique scolaire en matière de lutte contre les effets de genre, mais il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui pourrait intervenir. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, sur cette question du décrochage, il n'y a pas de politique spécifique du genre en France, à ma connaissance. Je botte en touche et je vous renvoie. C'est une question qui reste posée et qu'on pourrait. Je pense qu'on pourrait la transmettre à des spécialistes de la question, notamment à la DGESCO. Oui, bonjour, Yves Duterque, Université de Nantes. Une question qui va à la suite de celle qui vient d'être posée. Vous avez très justement évoqué ce point aveugle de l'aspect genré du décrochage. Et il y a un autre point aveugle, me semble-t-il, dans les enquêtes qui sont produites et dans les recherches qui sont faites sur quelque chose qui a été évoqué hier, à savoir la forte propension des enfants issus d'immigration à décrocher, et en France plus qu'ailleurs. Alors, est-ce que vous avez connaissance d'enquêtes qui sont menées là-dessus ou est-ce qu'il y a des choses qui sont en perspective? Parce que pour ma part, sur cet aspect du décrochage, mais sur d'autres aspects, puisque je viens de travailler sur la question de l'orientation vers l'enseignement supérieur, je n'ai quasiment rien trouvé en France. Très très peu de travaux, alors que ce sont des faits massifs, quoi. Alors, je crois que ça a été évoqué hier par Ariane, qui n'est plus là parmi nous. C'est assez compliqué, hein, cette question, parce qu'effectivement, on a un certain nombre de travaux. Non, c'est Pierre-Yves peut-être qui évoquait ce point. Hein. On a un certain nombre de travaux, ADEPT notamment, qui permettent de suivre à travers des panels qui, je le rappelle, portent quand même sur des échantillons qui sont de plus de 30 000 élèves. Hein. Donc on n'est pas tout à fait sur les échantillons de 5 000 élèves de PISA dont on parlait hier. Donc qui permettent de produire des choses assez solides, à la fois sur les parcours, les trajectoires des jeunes depuis l'enseignement primaire ou depuis leur entrée au collège, et sur leur performance en termes de résultats aux examens notamment. Et ce que nous enseignent ces panels, notamment donc les études de Jean-Paul Caille, que Pierre-Yves évoquait hier, et je vous renvoie donc à la dernière publication dans France Portrait Social, janvier 2016, janvier 2017, je ne sais plus. Non, janvier 2017, hein, ou décembre 2016, enfin vraiment c'est très très récent. Et qu'est-ce que montrent ces études? Eh bien, elles montrent que si on contrôle l'origine sociale, on n'a pas d'effet de l'immigration, en fait. Hein, c'est-à-dire que là, on est devant quelque chose qui est un peu compliqué, parce que c'est vrai que les enquêtes de PISA ne disent pas cela. Mais en même temps, les enquêtes de PISA sont fondées sur l'indicateur de
d'origine sociale, un indicateur synthétique de l'origine économique, sociale et culturelle, qui est construit d'une manière assez complexe et qui laisse quand même là aussi quelques biais d'interprétation selon les pays, on pourrait dire. Alors que dans les travaux de Jean-Paul Caille, on a quand même un contrôle de l'origine sociale qui paraît beaucoup plus fin. Donc j'ai du mal à souscrire à ce que vous dites, ce que vous mettez en avant, c'est-à-dire ce côté massif de la problématique migratoire ne sort pas de nos études lorsqu'on contrôle finement le milieu social. Je peux me permettre de compléter, donc de discuter avec vous. Je suis pas totalement convaincu, pour être honnête. Il faudrait savoir donc de quelle immigration on parle. Donc, quand vous avez des panels de 30 000 élèves, vous pouvez varier l'origine migratoire. Et ça, c'est un élément très important. Je rappelle que j'ai eu l'occasion, il y a des années, de travailler avec François Héran sur les enquêtes. Et donc, dans les panels, ils avaient surreprésenté donc, les enfants d'immigration. Et ça avait permis d'apercevoir les différences selon l'origine migratoire. Et ce qui ressortait, qui était très fort en matière des comportements vis-à-vis de l'école, c'était pas, si vous vous rappelez, tant le territoire d'où on venait que l'ancienneté de l'arrivée en France. Donc, ce qui était tout à fait intéressant. Je ne sais pas si... Si, c'est fait, par rapport... Si, il y a première génération, deuxième génération... et effectivement, il y a la prise en compte des origines migratoires qui laisse apparaître des résultats assez différenciés, effectivement. Et là, qui montre que pour une grande partie des populations d'origine immigrée, il y a plutôt un effet inverse. C'est-à-dire, quand on contrôle finement le milieu social, on est plutôt sur des résultats de performance qui vont au-delà des milieux contrôlés pour les populations d'origine française. Une dernière question, puisque... Une dernière question. Non, on avait une question qui vient des personnes qui nous suivent à distance, qui porte sur les programmes éventuels qui seraient en faveur des filles. Est-ce que... On revient à la première question. Oui. Justement, moi, chef d'établissement en éducation prioritaire. Alors, les actions à destination des filles, alors il y a déjà impulsé par le ministère de l'Éducation nationale tout un tas de mesures sur les discriminations. Et depuis quelques années, il y a notamment une incitation pour les filles à aller vers les filières scientifiques, puisqu'elles sont massivement, ce sont les filles qui réussissent le mieux. Effectivement, vous l'avez dit, mais on se rend compte qu'elle délaisse les filières scientifiques. Voilà un petit peu au niveau du ministère, me semble-t-il, ce qu'il y a. Et je voudrais revenir juste par rapport, mais ça c'est un focus personnel, c'est une expérience de territoire. Dans l'immigration, il y a aussi le poids de la communauté. Je prends l'exemple, la communauté turque assez importante sur l'Académie de Strasbourg, dans laquelle je me trouve, qui fait en sorte de trouver des filières, des formations, voire des formations professionnalisantes précoces pour les jeunes en situation de rupture scolaire. Et effectivement, ce sont des jeunes qui sortent des statistiques parce que le poids de la communauté, pour répondre à monsieur, mais je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais il y a des communautés qui sont peut-être plus, je ne sais pas si on peut parler de solidarité, je ne sais rien, mais qui prend en charge, me semble-t-il, le décrochage précoce de certaines de leurs jeunes. Voilà, c'était juste une intervention par rapport à ça. Un dernier complément sur la question qui avait été posée. Ah, ok, dernière alors. Oui, bonjour, France de Langenhagen de la DGESCO. Je souhaitais réagir à certains points simplement de la présentation introductive rapidement
par rapport au côté stigmatisant du terme de décrocheur, effectivement, on est complètement d'accord. Je crois que ça a été vraiment pointé par l'évaluation MAP. Donc on essaye de s'astreindre à ne pas l'utiliser, à parler toujours de jeunes en situation de décrochage, parce que ce n'est pas la même chose. On parle bien de la situation du jeune, première chose. Mais après, il faut que ça continue à diffuser sur le terrain. Le terme de persévérance scolaire, je pense qu'il commence vraiment à diffuser dans les académies. Pour votre information, on a un événement de communication qui a lieu une fois par an, qui est la semaine de la persévérance scolaire. Ça existe depuis 2015. L'Académie de Versailles était déjà précurseuse bien avant. Il y a des sites qui se multiplient au niveau des académies. Donc ça, c'est vraiment un événement assez important qui mobilise les partenaires, les familles, les associations. Donc voilà, je pense que ça contribue à diffuser tout ça. Sur la notion de flexibilité, il faut savoir aussi qu'il y a une très grande diversité de parcours qui sont proposés aux jeunes, alors aussi de manière variable selon les territoires. On a par exemple ce qu'on appelle le PAFI, le parcours aménagé de formation initiale. Les équipes disent que vraiment ça apporte de la souplesse, c'est un peu du cousu humain. Le jeune est sous statut scolaire, mais il a une période de respiration. Donc voilà, évidemment, encore une fois, c'est pas partout, mais ça existe dans le paysage. Et le dernier point, quand vous disiez que la lutte contre le décrochage scolaire débarque sur l'agenda politique, je voulais rappeler tout de même que c'est une politique publique qui s'est construite depuis 2010, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 grands temps. Il y a eu la période sur la remédiation avec le SIEI, l'EPSAD, plutôt porté par la droite, on va dire, et puis 2014 avec le volet prévention, et que c'est un socle sur lequel on s'appuie aujourd'hui pour poursuivre. C'est une politique qui a été reconfortée tout récemment. Donc voilà, c'est vraiment une construction sur la durée, dans la continuité, et on en est très heureux à la DGESCO. Voilà. Merci. Un mot sur l'agenda. Depuis 2000, c'est vrai que on traite du décrochage depuis 2010, même si on commence à y réfléchir au début des années 2000. Au Québec, on commence en 92. Il y a des antériorités différentes selon les pays, et on sait bien que l'Italie, par exemple, c'est la loi Buonascuola qui a vraiment mis cette question au cœur de l'agenda politique, même si elle était un peu présente par ailleurs, quoi. Donc c'est quand même 4-5 ans à l'échelle d'une vie institutionnelle, c'est quand même assez récent. Et puis juste un mot sur j'ai pas de données quanti sur la discrimination ethnique, mais par contre, dans tous les entretiens qu'on fait, dans toutes les réunions qu'on fait avec les jeunes qui ont fait ces entretiens auprès de professionnels, la question de la discrimination ethnique, elle est permanente. Elle revient en permanence. Dans du quali, hein. C'est pas... Mais, et au fond, plus on rapproche la remédiation, la compensation du marché du travail, plus on retrouve les jeunes confrontés aux mécanismes de discrimination qui existent sur le marché du travail. Merci. Je crois que la journée est bien lancée. 15 minutes de pause. On reprend ici à 10h50. Merci. Donc, je vous invite à un café à la salle. Oui, on peut. Merci.